Salut les Fremen. Bon, ça y est, le film il est sorti, donc pour ceux qui l'ont pas encore vu et qu'ils veulent aller le voir, barrez-vous. Barrez-vous. Pour les autres, c'est parti pour Paul Atreides, partie 4, l'empereur de Dune. Et comment cela se peut-il? Car c'est lui, le Kwisatz Haderach. Alors, la dernière fois on en était où, Choco? L'agonie de l'épice, je crois. Ah oui. Donc Paul est parti, Paul, alias Muad'Dib, alias Usul. Oui, je spoil, monsieur l'empereur dieu de Rome. Donc Muad'Dib a décidé d'aller dans le désert, d'aller se planquer quelque part pour faire le rituel de l'agonie de l'épice. Alors ce rituel, c'est celui qu'utilise le Bene Gesserit pour que les acolytes deviennent des révérentes mères. C'est grâce à ce poison, qu'elles arrivent à atteindre la préscience et tous les petits pouvoirs qu'elles ont. Paul, lui, décide de faire ce rituel et tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que son corps a été retrouvé inerte par un Fremen du nom de Othiem et que Othiem avait d'ailleurs cru que Paul Muad'Dib était mort. Des fois je dirais Paul, des fois je dirais Muad'Dib, parfois je dirais Usul, je suis désolé quoi. Donc le corps a été ramené auprès de Dame Jessica, et une chance que ce soit Dame Jessica qui était présente et qui était justement la Sayadina de cette tribu, parce que c'est elle qui a vu que non, il n'était pas mort, il avait une petite étincelle de vie encore en lui, et les Fremen, qui eux sont un peuple quand même assez superstitieux et très respectueux de leurs coutumes, ne veulent pas s'encombrer d'un cadavre. Donc le plus important pour un Fremen, c'est l'eau. Donc on prend l'eau qu'il y a à prendre dans ce corps et voilà tout. Mais Jessica décide d'utiliser un peu leur religion contre eux, quoi, et elle leur dit mais non, Muad'Dib n'est absolument pas mort, Muad'Dib est en transe. Muad'Dib rassemble ses forces afin de se préparer pour la bataille finale. Veuillez laisser Muad'Dib se reposer. J'ai pas tellement compris cette histoire de l'eau de la vie. C'est quoi exactement, Muad'Dib? Eh bien, l'eau de la vie, c'est... Ah, tu vas trouver ça un peu dégoûtant. En fait, c'est de la bile de ver des sables. Il capture un bébé ver des sables, il l'immerge dans l'eau, et au moment de crever, ce ver des sables, il dégueule une énorme bile, et voilà, c'est ça, l'eau de la vie. C'est un pur concentré d'épices et d'autres substances, c'est un poison, un terrible poison. Et donc les acolytes du Bene Gesserit, excusez-moi, absorbent ce poison, et si elles arrivent à modifier l'alchimie de leur corps comme elles l'ont apprise pendant leurs études, eh bien elles arrivent à changer ce poison en simple liquide à boire. Si je vulgarise au maximum, mon cher Choco. Donc Paul décide d'utiliser l'eau de la vie afin de pouvoir avoir le statut de révérente mère, quoi. Devenir une révérente mère au sens masculin. Le Kwisatz Haderach. Attends, il faut que tu arrêtes ton explication là. On a les gens d'un Discord de Dune qui gueulent. On a un empereur dieu de Rome qui dit qu'on n'est pas obligé de spoiler les circonstances, comment on devient une Bene Gesserit en gros, machin. Et il parle... Non, il dit quoi exactement, Choco? En fait, il parle d'une batte de baseball et de l'endroit où tu peux te la mettre. Très spirituel. Bon, bref. Dame Jessica, elle décide de faire venir Chani. On sait jamais, peut-être, je sais pas pourquoi elle l'a fait venir exactement, par instinct, c'est ce qu'elle lui dit, par instinct.
Peut-être qu'elle pensait qu'elle allait lui faire un bisou et qu'il allait se réveiller. Non, non, tu te trompes d'histoire là, Choco. Bref. Donc Shani, elle, ce qu'elle propose à Dame Jessica, c'est que bien on retente l'opération en quelque sorte, et on met un peu d'eau de vie sur les lèvres de Paul, juste un petit peu. Faut savoir que bien on va encore ouvrir une petite parenthèse sur l'eau de la vie. Qu'est-ce que t'en penses, Choco? Moi je suis d'accord, mais t'as les gars sur le forum, sur le Discord, là, ils sont vraiment pas contents. Hein. Bon. Dame Jessica est une Sayadina, donc c'est l'équivalent de la grande prêtresse du peuple Fremen. Les Fremen, eux, se servent de l'eau de la vie pour leurs orgies. Je mets des guillemets. Mais comme vous le savez, l'eau de la vie est un poison. Mais Dame Jessica, par son statut de révérende mère, a la capacité de changer cette eau pour qu'elle devienne une eau, comment je pourrais vous dire, potable. Oui, voilà, mais qui puisse être, et que les Fremen puissent boire pour faire leurs orgies. Voilà tout. Mais quand l'eau n'a pas été changée, quand c'est de la pure bile de ver des sables, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un terrible poison. Alors on va remettre un petit peu de cette eau qui n'a pas été changée sur les lèvres de Paul. Mais ils sont débiles. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ta gueule, c'est magique. Et en effet, Paul se réveille. Il est d'ailleurs étonné de voir qu'il est auprès de sa mère. On a un message de l'empereur Dieu de Rome encore qui dit qu'on doit pas spoiler et pas dire que Dame Jessica c'est la mère de Paul. Non, coupe ça, tu éteins. Donc, comme je le disais, donc Paul se réveille et donc il est étonné de voir Dame Jessica et Shani auprès de lui, parce que pour lui, ça a duré que quelques secondes toute cette histoire. Alors, Dame Jessica lui explique que non, Paul, mon chéri, tu es resté 3 semaines comme ça dans le coma. Paul, il leur fait voir que l'eau de la vie a marché en effet, puisque maintenant il est en effet le Kwisatz Haderach. Et d'ailleurs, il le démontre en prenant de l'eau de la vie non changée. Il en prend une pleine main et il la boit comme ça, et ça lui fait plus aucun effet. Ça y est, son corps est complètement habitué à cela. Et il explique à sa mère qu'en effet, il est bien le Kwisatz Haderach, arrivé une génération plus tôt. Et que voilà, il a la vision, la bonne vision pour pouvoir avoir sa vengeance et aussi pouvoir être ce que le peuple Fremen attend de lui. Donc grâce à sa prescience déjà, il informe tout le monde déjà qu'il est en vie déjà, et surtout que il y a des navigateurs, il y a des vaisseaux au-dessus de Dune, et que l'empereur, le Padishah Shaddam IV, est là, avec toute sa cour. Il est là, et il est venu avec ses Sardaukar pour faire la guerre. Il y a aussi la guilde spatiale. Il faut savoir que la guilde spatiale, c'est quand même eux qui emmènent tout le monde à droite à gauche. Les planètes de l'impérium de Shaddam, c'est pas un système solaire. Elles sont vraiment toutes éparpillées un peu partout dans l'univers. S'il n'y a pas les navigateurs de la guilde qui les amènent justement d'un point à un autre, puisque eux, ils ont la capacité de replier l'espace, eh bien, les navigateurs, sans les navigateurs, je veux dire, l'impérium serait complètement fichu. Donc je vais me permettre de spoiler en vous disant qu'en fait, même s'il y a un empereur, même s'il y a des nobles, les véritables maîtres de l'univers, c'est plutôt les navigateurs de la guilde. Donc quand Shaddam sait que ils sont à ses côtés, déjà, il se sent déjà beaucoup plus fort. De plus, il a aussi, comme je le dis, il a la guilde spatiale à sa droite et les révérendes mères du Bene Gesserit à sa gauche, puisque Gaius Eyan Moyam est présente justement pendant ces événements. Il a ses Sardaukar qui sont reconnus comme les plus féroces soldats de tout l'Imperium, et donc il est décidé à à en découdre plutôt. Les Sardaukar ont d'ailleurs commencé à faire quelques petits raids à droite à gauche, et dans l'un d'entre eux, malheureusement, le petit Leto,
le fils de Paul et de Shani, et bah, il est mort, il a été tué. Et la sœur de Paul, Alia, a été capturée. Le baron Vladimir Harkonnen, lui, a été convoqué sur Arrakis, et il est étonné d'y trouver l'empereur et toute sa cour. Les sorcières du Bene Gesserit, la guilde spatiale. Mais qu'est-ce qui se passe? L'empereur donc lui explique qu'il est extrêmement mécontent. Il lui fait savoir que la production d'épices c'est quand même, il devrait d'ailleurs le savoir, que c'est ce qu'il y a de plus vital et de plus important dans tout l'univers, et que là depuis quelque temps la production est menacée. C'est donc un crime de trahison, Il demande aussi au baron pourquoi il n'a pas été avisé des actions de ce Muad'Dib. Mais le baron lui répond que c'est un mythe, un homme que les Fremen ont inventé. Ils sont même probablement plusieurs. Il n'existe pas ce Muad'Dib. L'empereur il lui dit bah c'est bizarre hein, parce que nous regardez là on va vous présenter quelqu'un. Et là donc il fait rentrer la petite Alia. Donc pour savoir, on va spoiler, tu t'es débranché des autres ponts là? Ouais, on est plus connecté avec eux. Eh bien, faut savoir que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il me semble que le baron Harkonnen, c'est le père de Dame Jessica. Dame Jessica, c'est la maman de Alia et de Paul. Donc, Paul Atreides et Alia sont les petits-enfants du baron Harkonnen. Là, la petite fille, elle est en face de son grand-père. Bien sûr, lui ne le sait pas. C'est donc ça, cette grosse vache de baron le bourreau des Fremen. Il n'est pas très impressionnant. Donc elle est là, elle se fout un peu de sa gueule. Ah c'est toi le gros con là, tu vois t'as pas l'air si menaçant que ça quoi, ce genre de choses. Et ça fait un petit peu rigoler les gens, mais bon il y a quand même des choses plus graves à discuter. Ma petite, tu vas dire à ton frère de se rendre. Mais bon, là, Alia, et d'ailleurs même l'empereur lui-même, avant de finir sa phrase, se rend compte que c'est plus une guerre contre un simple rebelle, c'est pas une guerre contre des barbares. Là, c'est une guerre de nobles. Le jeune Paul Atreides, il a des droits, de rétribution en quelque sorte, et il est en train de les utiliser. Il est dans son droit. Donc là, la donne, elle change complètement. Et l'empereur, il est obligé de rappeler ses Sardaukar et on va discuter. On va dire ça. Attends là, Muad'Dib, petite pause s'il te plaît là, j'aimerais qu'on parle d'un truc. Paul Atreides, il a bien bu l'eau de vie, il voit donc l'avenir et le chemin qu'il faut prendre. Oui, voilà Choco, exactement. Et il a pas vu que son fils allait mourir? Je me suis souvent posé la question en fait, Choco. Il aurait sacrifié son fils en quelque sorte, tu crois? Est-ce que tu penses comme moi? J'en ai l'impression quoi, c'est un peu le syndrome Mannion-Butler. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu m'en parles, on peut voir les choses de cette manière. Donc on va ouvrir une petite parenthèse, les amis, je suis désolé. Donc Choco me faisait part justement du syndrome Mannion-Butler, faut qu'on vous en parle. C'était 10 000 ans avant, quand l'humanité était sous le joug des machines pensantes. Serena Butler était prisonnière de ces machines pensantes et elle avait eu un enfant avec Xavier Harkonnen. Donc, mais comme il n'a pas été reconnu, mais bon, c'est une longue histoire, le petit porte le nom de sa mère, il s'appelle Butler, Mannion Butler. Un jour, le robot Erasme, il en avait ras-le-bol des cris du petit garçon, il a décidé de le balancer par-dessus une falaise, comme ça, parce qu'il en avait marre, et aussi parce que Serena travaillait moins, parce qu'elle devait s'occuper du petit. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les esclaves ont vu cette scène. Et ça leur a foutu les boules. Ça leur a tellement foutu les boules qu'ils ils se sont révoltés et ils ont pété la gueule aux machines pensantes, du moins sur la Terre. Et donc, oui, il est tout à fait possible que Muad'Dib ait sacrifié son fils afin de encore plus galvaniser les Fremen, quoi, pour vraiment qu'ils aient les boules pour la bataille, quoi.
le fils de Muad'Dib est mort. Vengeance! Vous voyez ce genre de choses. Mais bon, moi je l'ai interprété de cette manière. Il est prescient. Il aurait dû voir quand même qu'il allait arriver quelque chose à son fils. Ah, mais tu soulèves un point intéressant, mon ami Muad'Dib. La prescience, il est prescient. Mais le comte Fenring, c'est peut-être le même truc. Ah ouais! C'est vrai, Choco, tu as raison, mais ça... Bah, vous comprendrez un peu mieux vers la fin. Donc ouais, sachant que prescience annule entre eux, il aurait pas pu voir puisqu'il ne pouvait pas le voir. Ouais, Choco, en effet, donc ça fera un débat intéressant pour une prochaine vidéo, ça. Bon, revenons-en au... Voilà quoi, à la bataille d'Arrakis. Eh bien, il y a un autre petit souci, c'est que la révérende mère Gaius Hélène Moyam, elle voudrait bien qu'on zigouille, mais maintenant, tout de suite, quoi, la petite Alia. Parce que, pour elle, ça, c'est une abomination. Une enfant, de quoi, 4 ou 5 ans, avec les pouvoirs et toutes les capacités d'une révérende mère, non, c'est pas possible. C'est une horreur. De plus, bien, en effet, il y a aussi ce problème d'abomination, une légende qu'il y a parmi le Bene Gesserit. Pour ça, je vous renvoie aux vidéos sur Alia, ça vous donnera plus de précision. Alia, elle prévient son frère par télépathie. D'ailleurs, ce sera une capacité qui ne sera jamais plus réutilisée ni par elle ni par le Bene Gesserit, de la tournure des événements. Il y a à ce moment-là donc une grosse explosion puisque les Fremen, ils commencent à attaquer, ils envahissent la citadelle et l'empereur il est obligé de fuir derrière ses gardes qui le protègent, ses Sardaukar. Le baron Harkonnen, lui, il essaye d'attraper Alia et il voudrait retourner un peu dans les bonnes grâces de l'empereur. Vous savez, genre, je l'ai attrapé, messire, regardez! Mais Alia, qui avait une aiguille empoisonnée, pique le baron avec. Et d'ailleurs celui-ci, dans des convulsions, dans de terribles douleurs, crève. Ça y est. Ouais, ça y est, c'est la fin de Vladimir Harkonnen, le gros dégueulasse. Les oiseaux petits. T'es sûr que les autres ils vont pas nous en... Non, t'inquiète. Merci. Par la suite, Paul et les Fremen sont en confrontation directe avec l'empereur et toute sa suite. Déjà, ils menacent l'Imperium de détruire toute la production d'épices. Il leur dit, maintenant, si vous obéissez pas, c'est comme ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'épice, c'est ce qu'il y a de plus vital dans tout l'univers. S'il n'y a pas d'épices, les révérentes mères, elles n'ont aucun pouvoir. Les navigateurs, ils pourront plus replier l'espace, et ce qui fait que les millions de planètes de l'Imperium seront dissociées. Ils savent que sans l'épice, les navigateurs deviendront aveugles, que les Bene Gesserit perdront absolument tout pouvoir, et que tout commerce avec les grandes maisons ne pourra plus exister. Cette civilisation sera anéantie. En entendant cela, la guilde spatiale tourne le dos à l'empereur, quoi. Il se pisse dessus. L'épice est vitale, il est hors de question de la perdre. Et bien, dans ce cas, nique sa mère l'empereur. Et les Bene Gesserit, elles essayent de trouver une autre solution. Elles réfléchissent à toute vitesse, mais non, on voit bien que Paul tient l'Imperium par les burnes, si je puis me permettre. Donc, pour l'occasion, en plus, Tefirawat est là. Tefirawat, c'était le manta des Atreides, et il avait été capturé par les Harkonnen, on le croyait mort, mais bon, Paul étant prescient, il savait parfaitement qu'il était vivant. Donc l'empereur demande à Tefir, écoute, voilà quoi, tu as servi cette famille pendant 3 générations, tu l'étreins comme un frère, et tu le piques avec cette aiguille empoisonnée que je te donne, on va utiliser la même technique que la petite. Mais non, Tefirawat s'approche en effet de Muad'Dib, de Paul. Il montre l'aiguille et il se suicide avec l'aiguille en montrant bien que c'est l'empereur qui lui a donné cette aiguille pour piquer Paul. Après cela, Paul essaye toujours de discuter, il discute, c'est les autres qui essayent de répondre plutôt. Et
Et il leur dit, je veux le titre d'empereur, je veux tous les intérêts de l'empereur dans la Chaume. La Chaume, c'est le combinat des auberges marchands, c'est eux qui dirigent tout le commerce de l'Imperium. Et voilà, vous, cher empereur, vous allez être sur votre planète prison, Salusa Secundus, avec vos petits soldats, puis vous jouerez, vous ferez vos petits trucs, vos petites manœuvres, comme ça, quoi. Mais déjà, l'empereur, il est en train de fulminer, mais là, il y a Feyd Rautha qui se pointe. Donc, Feyd Rautha, c'est le dernier Harkonnen vivant. Le dernier officiellement, parce que normalement, il en reste, attends, 1, 2... Oui, il en reste pas mal, je sais, Choco, qu'il en reste des Harkonnen qui se planquent. Mais bon, là, pour le moment, le représentant de la maison Harkonnen, le nouveau baron, puisque Vladimir est mort, bien que c'est Feyd. Donc Feyd décide, tout comme Paul l'a fait, il demande rétribution. C'est un combat à mort au couteau entre Feyd Rautha et Paul Atreides, alias Muad'Dib. Le combat se passe plus ou moins aux avantages de Feyd au début, mais par la suite, Paul, malgré les tricheries de Feyd, arrive à triompher de son adversaire, et voilà, c'est la mort du dernier représentant de la famille Harkonnen. Par la suite, l'empereur, il pète un câble, et il demande à son meilleur ami, Asimir Fenring, le comte Fenring, d'intervenir. Et là, il se passe un truc. Il se passe un truc parce que Paul, il regarde le comte Fenring, mais il se dit, mais c'est qui ce mec ? Je l'ai jamais vu, dans aucune de mes visions. J'ai eu des tas de visions, je me suis vu triompher, je me suis vu mourir. Jamais j'ai vu ce mec, c'est qui ? Donc il demande à sa mère, elle fait, mais qui c'est qui cet homme ? Sa mère lui répond que cet homme c'est le comte Fenring, donc c'est le meilleur ami de l'empereur, qui est aussi marié avec une Bene Gesserit, Dame Margot. Donc à lui donc. Par là, il comprend que non seulement il doit avoir des techniques Bene Gesserit aussi, celui-là, et surtout, là, en regardant le comte Fenring, ils se regardent tous les deux, ils se jaugent, même le comte Fenring, il se dit, ouais, je pourrais le tuer, quoi, je pourrais largement le tuer, en plus il vient de faire un combat, et même sans ça, je sais que je peux le tuer, mais non, je peux pas. Et donc, Paul comprend, enfin du moins comprend partiellement que Asimir Fenring est aussi un Kwisatz Haderach, mais un Kwisatz Haderach raté, puisque Asimir est un eunuque génétique. Mais il a toujours ses talents, et d'ailleurs il est extrêmement fort. Asimir Fenring est le plus grand duelliste de tout l'Imperium. Il n'a été battu qu'une seule fois par Duncan Idaho, et encore c'est parce que j'estime que voilà, Asimir il était en mauvaise situation. Dans d'autres circonstances, Asimir aurait gagné, mais bon, ça c'est ce que je pense. Et Asimir aussi, en regardant Paul, comprend qu'il y a quelque chose entre eux, qu'il y a une espèce de connexion qui peut pas lui faire de mal. Et le comte Fenring s'excuse auprès de l'empereur et il lui dit non, je peux pas combattre cet homme. Donc, humilié, l'empereur Shaddam IV est obligé de plier le genou. Tout le monde l'a abandonné. En guise d'humiliation suprême, Muad'Dib prend en mariage blanc sa fille, la princesse Irulan, de manière à pouvoir officialiser sa position d'empereur, et Shaddam IV est exilé sur la planète Salusa Secundus. Par la suite, Muad'Dib devient l'empereur, Muad'Dib d'Arrakis, et il lâche ses Fremen sur tout l'univers pour qu'ils répandent la parole de Muad'Dib. Et ça sera un véritable bain de sang. Mais nous en reparlerons dans une autre vidéo. En attendant, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez partir maintenant, mais moi je vais continuer ce petit débat de tout à l'heure avec ce cher Choco. En fait, Choco, j'ai pas fait que parler pendant cette vidéo, j'ai aussi réfléchi, ça m'arrive, et je vois où tu voulais en venir tout à l'heure en parlant du comte Fenring, c'est que, étant donné que le comte Fenring est invisible dans les visions de Paul, vu qu'il est lui aussi en quelque sorte un prescient, il est tout à fait logique que Muad'Dib, enfin le fils de Muad'Dib, je veux dire le petit Leto,
et aussi les mêmes capacités. Donc, s'il a les mêmes capacités de son père, à savoir être impatient, il ne pouvait pas apparaître dans les visions de son père. Donc son père ne pouvait pas voir comment son fils allait mourir. C'est compliqué, mais ouais, c'est comme ça, c'est la règle. Bon, ça rend le personnage de Muad'Dib un peu moins dégueulasse, faut le reconnaître. Bah, je suis bien content qu'on ait tiré ça au clair. Bon, pour la prochaine vidéo, tu fais quoi? Ou tu recommences les Poufias Mayfair, là, ou... Non, je pense éventuellement faire la guerre des machines. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Allez, on va se mettre dessus. Bon, d'habitude c'est lui qui vous dit au revoir, mais cette fois-ci c'est moi, parce que là faut faire un super texte, là, on va bosser sur la guerre des machines, les copains, là, attendez, là c'est... Bon, éclatez-vous bien, amusez-vous bien, et non, vous éclatez pas trop quand même, restez cool. Allez, au revoir. Ouais, salut les Fremen.